Bonjour à toutes et à tous, la grande famille Can Inside. Sortez vos agendas, prenez un stylo rouge et marquez cette date d'une pierre blanche car elle va faire trembler toute la planète football. Le 16 juin prochain, sous les lumières scintillantes de New York, la Coupe du Monde 2026 va nous offrir l'une des affiches les plus alléchantes, les plus symboliques et les plus électriques de son premier tour. Un choc titanesque entre l'équipe de France et les Lions de la Teranga du Sénégal. Ce match n'est pas qu'une simple entrée en lice, c'est le point d'orgue du groupe 1 que beaucoup d'observateurs n'hésitent plus à qualifier de véritable groupe de la mort de ce mondial nord-américain. Jugez plutôt le casting. L'équipe de France, l'un des immenses favoris à la victoire finale. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre sur le terrain et nation phare du continent. La redoutable Norvège, la machine à broyer scandinave. Et enfin, l'Irak qui vient tout juste de valider son ticket au bout de la nuit après un parcours héroïque lors des barrages intercontinentaux. Sur le plateau du Late, la tension est déjà palpable et une question centrale, presque brûlante, divise nos experts. Ce match d'ouverture France-Sénégal est-il d'ores et déjà la grande finale de ce groupe ? Le vainqueur de ce duel aura-t-il la garantie de terminer à la première place et de s'ouvrir une voie royale pour la suite de la compétition ? Pour répondre à cette interrogation, qui de mieux placé que Mamadou Niang, l'ancien buteur légendaire et international sénégalais présent sur le plateau, a tenu à poser les bases du débat avec une fierté non dissimulée. Je parle en mon nom avec le trophée de champion d'Afrique que j'ai bien cajolé, lance-t-il d'emblée, rappelant à la France et au monde entier que le Sénégal ne se présentera pas à New York dans la peau d'un petit poussé, mais bien avec le statut de monarque continental. Pourtant, dans son analyse purement comptable de l'événement, Mamadou Niang se veut extrêmement pragmatique. Pour lui, ce match n'a pas exactement la même valeur, ni le même poids de pression pour les deux nations. Du point de vue sénégalais, cette rencontre est absolument vitale, voire vitale à la survie dans ce tournoi. Pourquoi ? Tout simplement à cause d'un calendrier particulièrement cruel. Juste après avoir affronté l'ogre français, les Lions de la Teranga devront enchaîner face à la redoutable Norvège. Pour le Sénégal, ça va être un match important parce qu'après la France, on rencontre tout de suite la Norvège. Ce serait bien de prendre des points contre les Bleus pour entrevoir un avenir meilleur, explique Niang avec une grande lucidité. En d'autres termes, si le Sénégal sort fanny de son premier duel face aux hommes de Didier Deschamps, il jouera sa survie dans la compétition dès le deuxième match face aux Scandinaves avec un couteau sous la gorge insoutenable. En revanche, Niang estime que pour l'équipe de France, une contre-performance inaugurale serait moins dramatique mathématiquement parlant car les Bleus affrontent l'Irak lors du deuxième match, un adversaire sur le papier plus abordable pour se relancer avant de conclure face à la Norvège. Une vision très stratégique du calendrier qui n'est pourtant pas du tout partagée par certains de ses collègues autour de la table pour qui ce match possède une dimension psychologique qui va bien au-delà des simples calculs d'apothicaire. Si l'analyse de Mamadou Niang se veut froide et mathématique, basée sur la gestion d'un calendrier particulièrement piégeux pour le Sénégal, cette approche très rationnelle s'est rapidement heurtée à la passion et au poids de l'histoire sur le plateau. Pour le journaliste Paul Choukriel, balayer l'enjeu psychologique titanesque de cette rencontre inaugurale est une erreur fondamentale. Son avis est tranché, presque absolu. Le vainqueur de ce duel au sommet sera, sans l'ombre d'un doute, le grand vainqueur et le premier du groupe 1. Pour bien saisir cette certitude, il faut rouvrir les livres d'histoire et réveiller un spectre qui hante encore l'inconscient collectif du football français. Paul Choukriel appuie exactement là où ça fait mal, le traumatisme indélébile de la Coupe du Monde 2002. Comment oublier ce match d'ouverture historique en Asie ? À l'époque, la France se présentait avec l'étiquette écrasante de championne du monde en titre, grande favorite du tournoi. Face à elle, le Sénégal disputait le tout premier mondial de son histoire. La suite, on la connaît, une défaite 1-0 des Français qui a littéralement fait dérailler la machine tricolore et propulser les Lions de la Teranga vers une épopée légendaire. C'est précisément ce scénario catastrophe que Choukriel met en lumière pour justifier la pression colossale qui pèsera sur les épaules des hommes de Didier Deschamps. Les Bleus n'ont pas oublié ce qui s'est passé en 2002, rappelle-t-il avec insistance. Perdre le match d'ouverture face au Sénégal, même dans une phase de poule, nouvelle formule, où les 3 premiers
premiers peuvent potentiellement se qualifier, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est instiller le doute de la pire des manières dans un groupe. C'est s'exposer à une spirale infernale. Il suffit ensuite que vous ayez un blessé, des coups durs et que vous preniez les pieds dans le tapis contre l'Irak. Et derrière, vous avez une pression maximale dans le 3e match, prévient le consultant. La dynamique d'une compétition internationale qui se joue sur un sprint hyper resserré pardonne rarement les faux départs. Au-delà de la peur du vide, ce France-Sénégal est perçu par beaucoup comme la véritable finale avant l'heure parce qu'il oppose, selon Tchoukriel, les 2 meilleures nations de cette poule. C'est un duel de suprématie totale, chargé d'une dimension affective, historique et culturelle exceptionnelle. Entre les 2 pays, l'amitié est immense et le lourd passif footballistique lié aux joueurs binationaux ajoute un piment inestimable à cette confrontation. Pour lui, l'équation est limpide. Si la France s'impose, elle dictera sa loi sur le groupe. Si le Sénégal réussit l'exploit de faire chuter le géant européen, ce sont les Lions de la Teranga qui s'envoleront vers la première place. Une vision binaire, épique, digne d'un combat de boxe pour la ceinture des poids lourds. Mais cette analyse, aussi séduisante soit-elle pour le storytelling de la compétition, possède un angle mort majeur qui n'a pas manqué de faire bondir le reste du plateau. Elle relègue presque la Norvège au rang de simple faire-valoir. Et comme le débat va vite le prouver, enterrer les Scandinaves aussi rapidement relève peut-être de la plus dangereuse des erreurs d'appréciation. Si Paul Tchoukriel a littéralement enflammé le plateau en réduisant ce groupe 1 à un duel binaire et épique entre la France et le Sénégal, il a rapidement trouvé à qui parler. Face à cette vision romantique mais potentiellement réductrice, le journaliste Philippe Carayon a décidé d'enfiler son costume de pragmatique pour venir jeter un énorme pavé dans la mare. Son constat est mathématique, froid et balaye d'un revers de main la théorie de la finale avant l'heure lors du premier match. Pour Carayon, l'avis de son confrère relève d'une dangereuse erreur de calcul. Il me semble que mathématiquement, de toute façon, c'est très clair, le vainqueur de France-Sénégal n'a aucune espèce de garantie de finir premier, assène-t-il fermement. Et il a fondamentalement raison. Dans une phase de poule à 4 équipes, remporter le premier match offre une bouffée d'oxygène, certes, mais ne scelle en rien le classement définitif. Selon lui, le véritable dénouement, le juge de paix pour l'attribution du trône de ce groupe, se jouera lors de la toute dernière journée, avec les chocs croisés France-Norvège et Sénégal-Irak. Mais ce qui a véritablement mis le feu aux poudres sur le plateau du Leyte, c'est le jugement de valeur porté sur l'équipe scandinave. Paul Tchoukriel a assumé publiquement considérer la Norvège comme une nation inférieure à la France et au Sénégal. Une affirmation forte qui a fait tiquer Mamadou Niang. Si l'ancien buteur marseillais place logiquement l'équipe de France un cran au-dessus en tant que grandissime favorite, il refuse catégoriquement de rabaisser les Norvégiens, affirmant que le Sénégal et la Norvège se valent totalement sur le papier. Il rappelle d'ailleurs à juste titre qu'il ne faut surtout pas enterrer l'Irak, capable de jouer les troubles-fêtes dans un groupe aussi dense. Mais la véritable bombe médiatique de ce débat est venue d'une déclaration extérieure et non des moindres, celle de Pape Thiaw. Le sélectionneur sénégalais, le fameux El Tactico, s'est exprimé sur ses futurs adversaires et ces mots ont laissé le plateau pantois. Jugez plutôt. Le football norvégien n'est plus à présenter. Pour moi, en ce moment, c'est la meilleure équipe européenne. La meilleure équipe européenne. Rien que ça, sur notre plateau de Can Inside, on est en droit de se poser la question, Pape Thiaw est-il sérieux ou joue-t-il une magistrale partie de poker menteur? Pour Tchoukriel, c'est une vaste plaisanterie. Placer la Norvège au-dessus de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre ou du Portugal, avec son milieu de terrain XXL, relève de la provocation pure et simple. Mais derrière cette déclaration choc, il y a la malice d'un sélectionneur qui connaît la guerre psychologique par cœur. En encensant la Norvège de manière aussi démesurée, Pape Thiaw fait d'une pierre deux coups. Il enlève une pression monumentale des épaules de ses propres joueurs, tout en braquant les projecteurs sur la sélection scandinave. Mais attention à ne pas crier au bluff trop vite. Même si la Norvège n'a pas brillé lors de ses récents matchs amicaux de préparation, il ne faut pas oublier qu'elle évoluait sans ses superstars. Quand vous possédez dans vos rangs des joyaux mondiaux, de la trempe de Martin Odegaard à la baguette et du cyborg Erling Haaland à la finition, vous n'êtes le faire-valoir de personne. La Norvège est un monstre endormi et le Sénégal sait pertinemment que le réveil pourrait faire très mal. Si la pression est immense sur les épaules des Lions de la Teranga et du football africain, il ne faut surtout pas sous-estimer la charge psychologique monumentale qui pèse sur le banc de touche de l'équipe de France et plus particulièrement sur un homme, Didier
Didier Deschamps. Sur le plateau du Late, le journaliste Nicolas Touriol a mis le doigt sur un aspect absolument crucial qui donne une toute autre dimension, presque dramatique, à ce match d'ouverture. Ce France-Sénégal n'est pas seulement le lancement de la Coupe du Monde 2026 pour les Bleus, c'est aussi, selon toute vraisemblance, le coup d'envoi de l'ultime compétition de Didier Deschamps à la tête de la sélection. Le début de son grand chant du cygne. Et c'est précisément ce contexte de fin de règne qui rend les choix tactiques du sélectionneur français si fascinants à scruter. Depuis plusieurs mois, Deschamps semble avoir entamé une petite mutation dans ses principes de jeu, travaillant assidûment sur un système en 4-2-3-1, intégrant un véritable profil de numéro 10 pour fluidifier l'animation offensive. Une volonté évidente de proposer un football plus attrayant et proactif. Mais la question qui brûle les lèvres du plateau est la suivante. Face à la puissance athlétique et à la verticalité du Sénégal, le pragmatisme légendaire et parfois conservateur de Dédé ne va-t-il pas revenir au galop ? C'est l'angoisse viscérale de Nicolas Touriol, qualifié avec amusement de fixette par ses confrères. Tiendra-t-il avec cette stratégie offensive jusque-là pour ce match si important ? S'interroge-t-il avec insistance. La peur panique de rater son entrée en lice, ravivée par le fameux fantôme de 2002, pourrait-elle pousser Deschamps à renier ses propres ambitions pour bétonner ? Va-t-il céder à la tentation de repasser à une ligne de 5 défenseurs pour cadenasser l'attaque sénégalaise ? Pour le journaliste, c'est une évidence. Le 4-2-3-1 audacieux ne résistera pas à la tension d'un match aussi capital, ou tout du moins, il ne survivra pas au-delà de la première mi-temps si les Bleus sont bousculés par l'intensité de la Teranga. Deschamps sait mieux que quiconque qu'une défaite face à Paptia conditionnerait tout le reste de sa compétition, car les conséquences d'un faux pas inaugural seraient cataclysmiques dans l'économie globale de ce groupe. Le débat sur le plateau l'illustre parfaitement. Certes, avec le nouveau format à 48 équipes, les meilleurs troisièmes peuvent arracher un billet pour le tour suivant, mais attention au piège mortel. Dans un groupe de la mort composé de la France, du Sénégal et de la Norvège, 3 équipes qui vont inévitablement s'arracher des points et se neutraliser. Terminer parmi les meilleurs troisièmes avec un goal average favorable relève du parcours du combattant. Contrairement à d'autres poules beaucoup plus déséquilibrées, où glaner 3 ou 4 points suffit largement, ici le droit à l'erreur est quasi inexistant. Perdre contre les Lions signifierait que l'équipe de France jouerait son avenir avec un couteau sous la gorge permanent. Elle serait dans l'obligation vitale de vaincre l'Irak, puis de défier la Norvège d'Erling Haaland lors d'un dernier match coup-près irrespirable. Un scénario de crise ouverte que Didier Deschamps veut fuir comme la peste. Le Sénégal possède donc un avantage psychologique clair. En imposant un rapport de force total dès la première seconde à New York, ils peuvent faire vaciller les certitudes tactiques du géant français. Face à ces débats enflammés sur la suprématie de la poule, l'angoisse tactique de l'équipe de France et la menace de l'ogre norvégien, il fallait bien une parole sage pour redescendre sur terre et conclure ce plateau avec lucidité. Et c'est une nouvelle fois Mamadou Niang qui a sifflé la fin de la récréation avec le pragmatisme qui caractérise les grands buteurs. Sur Can Inside, on se doit de rappeler la dure réalité d'une Coupe du Monde. Avant de rêver à la médaille d'or, il faut survivre aux tranchées du premier tour. Lorsque le journaliste Olivier lui demande s'il est vraiment si capital et déterminant de terminer absolument à la première place de ce groupe si relevé, la réponse de l'ancien capitaine de l'OM fuse, nette et sans bavure, non. Sûr que non. Pourquoi cette réponse ? Parce que le Sénégal de 2026 est une équipe mature, qui connaît l'exigence du très haut niveau, Paptio. Et ces hommes n'ont que faire des calculs d'ego pour savoir qui finira avec la couronne honorifique du groupe 1. Dans ce que beaucoup considèrent comme le véritable groupe de la mort de ce mondial, faire la fine bouche serait une erreur fatale. L'objectif, il est clair, c'est de sortir de ce groupe et de se qualifier pour la phase à élimination directe, martèle Mamadou Niang. Que ce soit en terminant premier devant la France, deuxième devant la Norvège, ou même en arrachant l'une des places de meilleur troisième après une lutte acharnée, le contrat sera rempli. Le football africain tout entier aura les yeux rivés sur New York ce 16 juin. Les Lions de la Teranga portent sur leurs épaules les espoirs de tout un continent. Ils savent que ce match face à l'équipe de France est plus qu'un simple affrontement sportif. C'est un duel fraternel, un combat d'histoire, de fierté et de prestige. Mais au coup de sifflet final, l'essentiel sera comptable. Prendre des points face aux Bleus serait un exploit retentissant qui lancerait idéalement la machine. Mais une défaite ne signifierait pas pour autant la fin du rêve. Il faudra garder des forces physiques et mentales pour livrer 2 autres batailles titanesques face à la Norvège et à l'Irak. Et vous, la grande famille Can Inside, quel est votre pronostic pour ce choc des titans ? Qui va remporter ce match d'ouverture ? La France de Deschamps ou le Sénégal de Paptio ?
Le Sénégal peut-il finir premier de ce groupe de la mort devant les Bleus et la Norvège? Pensez-vous, comme Paul Tchoukriel, que le vainqueur de ce match sera assuré de terminer premier? Donnez-nous tous vos pronostics dans les commentaires, le débat reste ouvert et on lira tout avec attention. Pensez à liker cette vidéo pour donner de la force au décryptage, abonnez-vous à la chaîne pour vivre cette Coupe du Monde 2026 à nos côtés et n'oubliez pas d'activer la cloche. D'ici le 16 juin, prenez soin de vous et que le meilleur gagne.